Voilà, ma présentation aujourd'hui va se dérouler en trois parties. Je vais aborder des sujets qui nous ont tous marqués en 2020. La Covid, du point de vue de l'impact sur le monde de la recherche, et la perspective de l'arrivée de la trithérapie. La trithérapie va être un peu le fil conducteur de nos interventions. Pierre suivra aussi. Je vais faire ensuite un focus sur ces thérapies innovantes, les modulateurs de la protéine CFTR, pour expliquer en quoi cela consiste et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et puis, la dernière partie va porter sur pourquoi aujourd'hui il faut être déterminé plus que jamais. Et je terminerai avec une avant-première. Je laisse pour la fin pour garder votre attention jusqu'à la fin. Je vais présenter l'enquête que nous avons menée auprès des patients français qui bénéficient déjà de la trithérapie. Je vais juste la présenter et après Pierre rentrera encore plus dans les détails, donc restez jusqu'au bout. Donc c'est sûr que la communauté scientifique muco a été, comme le monde entier, très marquée par la crise sanitaire, mais elle a été aussi, on peut le dire, très réactive et dynamique. Les travaux de recherche, et en particulier les travaux de recherche qu'on soutient à l'association, ont certes pris quelques retards du point de vue expérimental. Certaines expérimentations n'ont pas pu se faire pendant la période de confinement, mais ils n'ont pas été interrompus, ils ont poursuivi, et aussi plusieurs équipes se sont mobilisées du fait de leurs compétences spécifiques sur les sujets Covid. En particulier, Thierry vous a parlé de ces deux projets qui ont été accompagnés et soutenus par l'association. Il y a une mobilisation de l'ensemble des centres des CRCM pour le projet Mucovid-19, donc qui est un projet qui porte sur les facteurs pouvant être aggravants en cas d'infection à ce virus par des patients atteints par la mucoviscidose. Et puis le projet Muconfin qui, lui, étudie l'impact du confinement sur les soins. Donc à retenir que l'ensemble des centres français se sont mobilisés. Le registre a été un outil formidable pour pouvoir développer ces projets. Et on devrait avoir les résultats en fin d'année. Mais le virus n'ayant pas de frontières, ce type d'étude, bien entendu, doit se faire en collaboration avec nos partenaires internationaux. Et c'est ce qui s'est passé, notamment pour ce qui concerne l'Observatoire des données cliniques. Il y a une collaboration européenne forte qui a été mise en place très rapidement et progressivement a impliqué de plus en plus de pays. Donc la France a rejoint cette collaboration européenne. Et donc désormais, là, je présente les données qui sont disponibles sur Internet et qui datent, le dernier bulletin date de début septembre. Un nouveau bulletin sera certainement publié courant octobre. Donc vous voyez, les données sont cohérentes avec les données françaises, donc sont plutôt rassurantes. Il y a eu 3 décès qui ont été rapportés, mais un nombre limité de cas. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que les formes graves, les formes sévères sont très limitées. Et cela concerne donc les données de 18 pays européens. Mais venons donc à parler de la trithérapie. C'est sûr que c'était le sujet qui a fait parler au sein de la communauté muco. Tout cela a commencé vraiment à s'accélérer en fin d'année dernière, lorsqu'il y a eu la publication des résultats des essais cliniques de phase 3. Qui ont été considérés comme impressionnants au sein de la communauté scientifique. Pas uniquement la communauté muco,
même au-delà, des résultats impressionnants. Donc les étapes suivantes se sont suivies très rapidement. Il y a eu l'autorisation de mise sur le marché, donc l'AMM aux États-Unis. Et puis, l'ouverture d'un programme d'accès compassionnel global qui, en France, a pris la forme d'une autorisation temporaire d'utilisation nominative, on appelle cela ATU, dont on parlera plus particulièrement tout à l'heure. Donc avec un accès précoce pour les personnes ayant une dégradation importante de l'état de santé. Et puis aussi en Europe, la procédure réglementaire pour l'évaluation de ce médicament a suivi un parcours accéléré. Aussi en France, le médicament a été considéré comme présumé innovant, ce qui a eu un impact sur le calendrier et donc les données relatives à la trithérapie ont pu être déposées à l'autorité de santé française plus rapidement que d'habitude. Et c'est grâce à cela qu'on est arrivé en Europe à avoir une autorisation de mise sur le marché en août dernier, le 21 août dernier. Et en France, l'évaluation de ce nouveau médicament est en cours. Donc aujourd'hui, ce médicament qui en Europe prend le nom de Kaftrio, alors qu'aux États-Unis il s'appelle Trikafta, ce médicament en France n'est pas encore commercialisé, il manque quelques étapes. L'étape d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, la HAS, actuellement, cette évaluation est en cours. On attend l'avis de la Commission de la transparence qui va mener au remboursement, à la décision de remboursement du traitement par la sécurité sociale. Et puis, la Commission de la transparence doit attribuer une note très importante d'amélioration, qui indique l'amélioration du service médical rendu par ce nouveau médicament. Donc, note qu'on appelle l'ASMR. C'est sur cette note-là que vont se baser, entre autres, les négociations pour la fixation du prix du médicament entre le Comité économique des produits de santé, le CEPS, et le laboratoire Vertex qui a développé le médicament. Et la dernière étape, une fois fixé le prix, est la publication au journal officiel de l'arrêté qui modifie la liste des médicaments remboursables. Donc d'ici là, il est très important de souligner que l'accès compassionnel est toujours possible dans l'attente de la commercialisation et les associations, donc bien entendu vaincre la mucoviscidose, mais avec l'association Grégory Le Marchal, sont en première ligne sur ce sujet et veillent à ce que tous les patients dont l'état de santé serait dégradé puissent bénéficier de cet accès compassionnel. Voilà. Pour la trithérapie, un premier point sur les aspects du processus vers l'accès, mais je voudrais aller un petit peu plus dans les détails de ce que sont ces thérapies innovantes. Il n'y a pas que la trithérapie. Aujourd'hui, on dispose ou on va disposer bientôt en France de plusieurs médicaments qui vont corriger le fonctionnement de la protéine CFTR, qui est la protéine absente ou défectueuse chez les personnes qui souffrent de mucoviscidose. Donc, je vous rappelle que CFTR est un canal qui se trouve à la surface des cellules épithéliales, qui se trouve dans plusieurs organes de notre corps. Et quand ce canal n'est pas là ou fonctionne pas bien, cela a une cascade de conséquences qui amène aux multiples symptômes de mucoviscidose. Donc, ces modulateurs de CFTR agissent lorsqu'il y a au moins un petit peu de protéines produites, même si en quantité moindre ou dans une forme mutée, ils peuvent agir en la corrigeant et en potenciant
en activant sa fonctionnalité au niveau de la membrane. Et donc aujourd'hui, on a 4 de ces médicaments qui sont illustrés ici. Ils peuvent être en monothérapie, c'est-à-dire il peut y avoir une seule molécule active, et c'est le cas du premier médicament, le Kalydeco. La molécule active est l'ivacaftor, ou bien il peut y avoir une combinaison de 2 molécules. Donc dans ce cas, on a deux molécules actives et une bithérapie. C'est le cas pour Orkambi, qui est arrivé comme deuxième modulateur, et Symkevi, qui ont le même activateur, ivacaftor, et par contre 2 types de correcteurs différents. Le lumacaftor pour Orkambi et le tezacaftor pour Symkevi. Et enfin, la trithérapie, dont on vient de parler, associe 3 molécules, donc toujours l'activateur, un correcteur qui est le même que celui qu'on retrouve dans Symkevi, plus un nouveau correcteur qu'on appelle de nouvelle génération, qui s'appelle l'elexacaftor. On va aller encore un petit peu plus dans le détail de ces médicaments et on va voir pourquoi. Ça va nous permettre de comprendre ce qui nous attend dans les prochains mois. Le Kalydeco, donc monothérapie, est celui qui est arrivé en premier. Il a eu l'AMM européenne en juillet 2012. Donc la problématique est que ce médicament, bien que très efficace, ne concerne qu'un tout petit nombre de patients, parce que pour qu'il y ait cette efficacité, il faut que la protéine soit produite, elle soit déjà à la membrane, parce qu'il s'agit uniquement d'un activateur qui active la fonctionnalité de la protéine à la membrane. Donc ce médicament très efficace a été commercialisé en France à partir de décembre 2013, donc 1 an et demi après la mise sur l'autorisation de commercialisation en Europe. Donc plusieurs extensions d'AMM ont suivi, parce qu'initialement l'indication a été très limitée pour les patients âgés de 12 ans et plus et uniquement porteurs d'une mutation spécifique. Donc les extensions d'AMM sont arrivées et aujourd'hui, ce médicament peut être prescrit en France dès l'âge de 6 mois, donc très tôt dans la vie d'un patient, pour tous les patients porteurs d'une mutation qu'on appelle gating, donc qui ont cette protéine à la membrane. Et même, c'est vraiment très récent, il y a une extension d'AMM pour les patients de 4 à 6 mois, donc des tout petits, qui vient d'obtenir l'avis positif du CHMP, qui est, disons, l'organisme de la haute autorité, autorité sanitaire européenne, qui donne l'avis sur les nouveaux médicaments. Voilà, Orkambi. Orkambi, donc, on est dans la bithérapie. On associe un correcteur et un activateur. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'adresse vraiment à un nombre plus important de patients, parce que cela concerne les patients qui ont 2 mutations delta F 508, qui est la mutation la plus fréquente dans la population muco. Mais, il y a un mais, ce médicament n'est pas aussi efficace que le Kalydeco. Et ça a certainement rentré en ligne de compte lorsqu'il y a dû y avoir les négociations pour fixer le prix. Parce que ça concerne plus des personnes, mais est certainement moins efficace. Et donc, il a fallu 4 ans entre l'autorisation de mise sur le marché européenne et la commercialisation en France. Et du coup, au moment de la commercialisation, 2 extensions d'AMM étaient arrivées et aujourd'hui, ces médicaments peuvent être prescrits pour les patients à partir de 2 ans. Symkevi, donc bithérapie. La chose importante à retenir, c'est qu'on s'adresse à une population encore plus large. Parce qu'on peut, des patients, une partie des patients
qui n'avaient aucune autre solution thérapeutique qui cible la cause de la maladie peuvent maintenant avoir cet espoir. Il s'agit des patients qui ont une mutation F508del plus une mutation qui est dite à fonction résiduelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette mutation-là fait que la protéine est produite, arrive à la membrane, mais soit elle est en moindre quantité, soit elle ne fonctionne pas bien. Donc, le médicament peut potentier, donc corriger la protéine et potentier son action. Ce médicament a un peu payé les frais de la longue négociation sur Orkambi parce qu'il y a eu un retard dans le dépôt de dossier à l'autorité française de santé, et donc ça n'est que depuis la fin de l'année dernière que l'évaluation par l'HAS a pu commencer. Elle est en cours, donc on est à 2 années de l'AMM et elle est encore en cours. L'association a contribué à cette évaluation et on attend la suite parce que la négociation sur le prix est en cours. Mais des extensions d'AMM pour les patients plus jeunes, de 6 à 11 ans, oui. L'extension d'AMM pour les patients plus jeunes vient d'obtenir l'avis favorable de l'AMM, de l'autorité européenne. Donc on est là aussi dans une démarche de progression vers un nombre plus important de patients qui peuvent en bénéficier. Et donc on arrive à quelques détails supplémentaires sur Kaftrio, qui s'appelle Trikafta aux États-Unis. On en a déjà parlé. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a cette autorisation temporaire d'utilisation nominative en France qui est en cours, que l'AMM européenne est arrivée en août de cette année. Cela concerne les patients de 12 ans et plus, homozygote pour F508del, mais aussi, c'est ce qui est important à souligner, hétérozygote avec une mutation F508del et une mutation avec fonction minimale. Il s'agit là de patients pour lesquels pour la fonction minimale, il n'y a pas de production de protéines, ou quand elle est produite, elle n'est pas fonctionnelle. Donc ça élargit encore plus la cible de ces médicaments et montre qu'en rajoutant un correcteur, on arrive à avoir une efficacité lorsqu'il y a encore moins de protéines à corriger et à potentier. On en est où donc? L'évaluation pour Kaftrio est en cours en France. Il y a déjà une demande d'extension qui a été soumise en septembre à l'autorité de santé européenne. Ça concerne les patients de 12 ans et plus hétérozygotes avec une fonction résiduelle, donc ceux qui pourraient bénéficier aussi de Symkevi, mais qui pourront à terme bénéficier aussi de Trikafta. Et puis, à l'avenir, on peut s'attendre à des demandes d'extension sur des populations d'âge de plus en plus jeunes. Donc, il y en a une qui va être soumise certainement courant de l'année prochaine, qui concerne les enfants de 6 à 11 ans. Et elle va se baser aussi sur les résultats d'un essai clinique qui devrait se dérouler également en France. Il est prévu aussi pour se dérouler en France. Et d'autres essais vont avoir lieu avec l'objectif d'élargir le nombre de patients qui pourront à terme bénéficier de la trithérapie. Voilà, donc une panoplie, je dirais, 4 médicaments qui proposent une efficacité importante, qui changent la donne parce qu'ils ciblent vraiment la cause de la maladie et pas uniquement les symptômes. Mais il y a un mais, il y a des limites.
notamment aussi pour la trithérapie. Il ne s'agit pas d'un traitement curatif, même si les résultats sont impressionnants, comme on disait, il n'est pas curatif. Et comme tous les médicaments a des effets indésirables, qui sont quand même à mettre un rapport avec les bénéfices, hein, bien entendu, qui sont certainement importants, mais surtout, on ne connaît pas les effets sur le très long terme, donc il faut rester prudent. Et puis, très important, tous les patients ne sont pas concernés. Certains profils génétiques ne bénéficieront jamais de ce traitement parce que s'il n'y a pas du tout de production de protéines, on ne peut pas intervenir avec un modulateur. Et en France, cette proportion de patients est importante parce que ces profils génétiques sont autour de 15%. Et puis, les patients transplantés, à ce jour, ne sont pas concernés directement. Pourquoi ? Avant tout pour une question d'interaction médicamenteuse avec les médicaments que doivent prendre les patients transplantés. Et puis aussi parce qu'on ne connaît pas encore bien les effets au-delà des effets respiratoires de la trithérapie. Et donc, on ne sait pas, en termes de risque-bénéfice, qu'est-ce que ça pourrait donner chez les patients transplantés pulmonaires. Donc, vous voyez bien pourquoi, aujourd'hui, il faut être plus que jamais déterminé en matière de recherche. Et donc envisager d'autres approches innovantes qui ciblent toujours les causes, mais encore en amont, donc en ciblant les gènes. Donc la thérapie génique et cellulaire est une piste qui n'est pas délaissée, qui est à poursuivre, qui n'a pas encore donné des résultats cliniques, mais qui est à poursuivre. La piste des canons alternatifs, donc sur la membrane, est aussi à explorer, et il y a des équipes en France et à l'international qui sont avancées à ce niveau-là. Et certaines qui sont proches du développement clinique. Et puis, d'autres nouvelles formulations pharmacologiques qui puissent agir donc en amont de la protéine sont à explorer. Il y a à développer des travaux sur les greffes et les problématiques spécifiques aux patients greffés. Et également explorer des nouvelles pistes dans la lutte contre les infections et l'inflammation qui restent des problématiques importantes pour les patients. Et sur cet aspect de recherche fondamentale, je vous renvoie vers le dossier du numéro 165 du magazine Vaincre qui porte justement sur l'importance de la recherche fondamentale à l'ère des modulateurs. Et puis aussi, je vous invite à rechercher sur Internet, on va le trouver très facilement, une vidéo qui présente la position d'Emmanuelle Charpentier, nouvellement décorée du prix Nobel, en tant que co-découvreuse d'une technique de biologie moléculaire, CRISPR-Cas9. Elle défend justement l'importance de la recherche fondamentale, même si on a l'impression d'être très loin de l'objectif thérapeutique, c'est essentiel pour avancer. Et ce prix qui a été décerné cette année le reconnaît encore plus. Mais si cette recherche fondamentale n'est pas traduite après en solution thérapeutique, l'objectif n'est pas atteint. Donc la recherche clinique doit être soutenue et développée pour justement transformer les pistes les plus prometteuses de la recherche fondamentale. Et puis, il faut aborder des problématiques qui sont émergentes dans le contexte de la mucoviscidose et qui sont liées à la population de patients qui vieillit, comme par exemple les problématiques du diabète, de l'ostéoporose,
Et pour cela, justement, il faut une recherche clinique forte. Nous avons en France des outils formidables. Le premier, c'est la plateforme nationale de recherche clinique à mucoviscidose, qu'il faut vraiment continuer à soutenir. Et puis, il y a le registre français de la mucoviscidose qui collecte toutes les données cliniques qui peuvent servir non seulement à la recherche fondamentale, mais bien entendu à la recherche clinique. Et tout cela en collaboration avec nos partenaires européens, donc le Clinical Trial Network, le CTN, qui est l'équivalent européen de la plateforme nationale de recherche clinique, et CF Europe, qui est la fédération des organisations de patients européennes. Et un exemple du fait que cette synergie entre outils pour la recherche clinique et partenariat européen, l'exemple parfait est le projet ITCF, dont on a déjà eu l'occasion de parler parce qu'il a été initié déjà l'année dernière. Je vous en donne des nouvelles. Bien entendu, il y a eu un impact parce que certaines étapes ont pris du retard avec la crise sanitaire, mais la première étape, qui est celle de collecter des échantillons issus de patients qui sont porteurs d'un profil génétique ultra rare, qui ne bénéficient pas pour le moment d'un développement clinique, mais cette étape-là a pu se terminer avant la crise sanitaire. Et puis, c'est l'étape de test des organoïdes, donc de mini-organes issus de ces échantillons qui ont été construits en laboratoire issus des échantillons. Donc le test de molécules sur ces organoïdes, les tests sont encore en cours parce qu'ils ont été retardés, mais la dernière étape, qui est celle des essais cliniques chez les patients pour lesquels ces tests sur les organoïdes ont donné des résultats positifs, cette étape-là devrait commencer dans les mois à venir. Donc il y a un espoir aussi pour les patients porteurs de ces profils génétiques ultra rares, et 47 patients français ont pu être inclus dans cette étude, et on s'en félicite. Au-delà de la recherche clinique, il y a encore une autre étape importante, c'est celle des études en vraie vie. On en a un exemple parfait par la cohorte nationale de suivi de l'introduction du traitement par Orkambi. C'est une étude française dont on peut être fier. Les résultats ont été publiés en début d'année 2020. Cela concerne 845 patients, donc c'est un nombre important de patients qui ont été suivis dès leur première prise d'Orkambi. C'est une étude qui a pu confirmer l'efficacité du traitement en termes de gain de VMS, de gain de poids et de diminution des QRIV, et qui a aussi pu relever un taux d'arrêt supérieur à celui des essais cliniques, donc de presque 20%, mais il en reste que plus de 80% des patients tolèrent le traitement et ont pu le poursuivre et en avoir quelques bénéfices. Sur ce même modèle, il y a une étude de cohorte qui a démarré chez les patients bénéficiant de Kaftrio, donc de la trithérapie, au travers de l'autorisation temporaire d'utilisation nominative, et donc cette étude est en cours. Et on parlera encore tout à l'heure de ces patients. Un dernier exemple d'étude en vraie vie sur une thématique qui est prioritaire pour les patients. C'est des études qui ont comme objectif de voir s'il est possible, avec l'arrivée de ces traitements hautement efficaces comme Kalydeco ou la trithérapie, il est possible de simplifier
les autres traitements chroniques, notamment ceux qui pèsent le plus dans le quotidien des patients, c'est-à-dire les aérosols. Et donc, on a 2 études, Simplify et CF-STORM, qui ont cet objectif. L'une se déroule déjà, est en cours aux États-Unis, Simplify, et elle vise donc l'évaluation de l'arrêt de traitement inhalé comme le pulmosime ou le sérum salé hypertonique après introduction des modulateurs. Et CF-STORM, c'est une étude qui va démarrer en Grande-Bretagne et qui a aussi cet objectif. Alors que l'étude HERO, américaine aussi, est une étude observationnelle globalement sur la prise de traitement après initiation de Trikafta, donc ciblée sur Trikafta, mais donc l'ensemble des traitements chroniques pour les patients. Donc cela inclut également les enzymes pancréatiques. À noter que par rapport à la question de l'allègement des traitements, pour le moment, on s'interroge encore sur l'opportunité d'une diminution des antibiotiques inhalés. C'est encore risqué, on n'a pas assez de données, donc les recommandations sont à la prudence donc pour l'allègement des aérosols d'antibiotiques. Et donc là, j'en viens à la présentation de l'enquête qui a été menée chez les patients français qui bénéficient déjà de la trithérapie. En plein mois d'août, nous avons lancé un appel à témoignages. Pourquoi? Parce que l'évaluation par la Haute Autorité de Santé... Merci. C'est vrai que ça va m'aider pour ce final. Merci beaucoup. Donc, il y a eu l'ouverture de l'appel à contribution de la part des associations à témoignages et nous avons lancé cet appel en plein cœur de l'été et nous n'avons pas été surpris de recevoir un grand nombre de témoignages parce qu'on savait déjà de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, que les patients étaient motivés pour partager leur expérience. Et donc, au final, on a pu recueillir plus d'une centaine de témoignages, non seulement donc, les patients bénéficiant de l'ATU nominative, mais aussi les patients ayant participé à l'essai clinique de phase 3, donc qui ont démarré encore plus tôt Kaftrio. Et donc voilà, nous en avons fait une analyse à la fois quantitative et qualitative. L'analyse, le recueil de données, l'analyse et la restitution de ces données a été la plus rigoureuse possible parce que l'objectif est celui de contribuer à l'évaluation scientifique de la Haute Autorité de Santé et on compte bien peser dans cette évaluation. Et donc, je vous présente là juste quelques données. Pierre reviendra sur ce point et vous donnera d'autres nouvelles. On peut... là, c'est les données qui concernent les témoins donc, qui ont bénéficié via l'ATU nominative, donc des patients qui avaient un état de santé très dégradé au départ. Et donc, chez la grande majorité de ces patients, il est remarquable de noter qu'il n'y a plus eu aucune hospitalisation chez plus de 80% des patients et plus aucune cure IV d'antibiotiques. Et encore plus important et marquant, c'est que chez les patients qui étaient déjà en liste d'attente au moment pour une greffe, au moment du démarrage du traitement, on a eu 40 témoins dans ce cas, et 85% de ces patients, pour 85% de ces patients, le projet des greffes a été annulé ou suspendu. Donc c'est des résultats qui donnent les frissons, encore aujourd'hui, en les présentant, Jeannet. Et je peux vous dire que, aussi, en lisant
les témoignages des patients, donc la partie verbatim ouverte de réponse à notre questionnaire. Nous avons été plusieurs à l'association à avoir été très touchés et donc on est certain que rapporter le ressenti de patients dans le cadre de cette évaluation scientifique de la Haute Autorité de Santé aura encore plus d'impact que les chiffres. Donc ici, je vous en ai rapporté juste certains, mais ça a été très difficile de choisir. Et je voulais terminer aussi en disant qu'on a tenu à inclure à ce témoignage, à cette contribution à l'HAS, le témoignage de patients qui n'ont pas reçu la trithérapie parce que leur état n'était pas assez dégradé. Leurs témoignages sont poignants. Ils rendent parfaitement l'idée de cette attente de la trithérapie et donc je pense qu'ils vont également peser sur cette évaluation et c'est justement pour eux et aussi pour ceux qui ne pourront jamais bénéficier de la trithérapie que aujourd'hui, il faut qu'on soit déterminé plus que jamais. Je vous remercie. Paola a parfaitement décrit en quoi l'année 2020, si on veut bien oublier un virus que je ne citerai pas, cette année 2020 sera marquée d'une pierre blanche dans le combat engagé contre la mucoviscidose. Je vais simplement prolonger son propos en indiquant quel rôle ont joué les associations de patients avant l'obtention de l'AMM européenne pour le Kaftrio et pour la suite, puisque accélérer la commercialisation des nouveaux modulateurs est une étape, un objectif très important pour nous tous. Alors, je fais un petit rappel du contexte. C'est en octobre dernier, en octobre 2019, il y a un an, que l'autorisation de mise sur le marché du Kaftrio a été obtenue au terme d'une procédure accélérée. Donc, tout patient de plus de 12 ans porteur d'au moins une mutation F508 se voit octroyer le médicament et cette AMM donnée par l'agence américaine, elle se fonde sur des données cliniques et des données de laboratoire pour les mutations très rares, j'y reviendrai. Le coût de ce médicament est extrêmement élevé. Il faut se souvenir que le prix du médicament aux États-Unis est libre, il n'est pas encadré par les autorités de santé. Il est de 330 000 $ par an et par patient, ce qui équivaut à 280 000 € par an, soit 23 000 € par mois. On comprend que le sujet de la fixation du prix est un vrai sujet. Souvenons-nous, à la fin de l'année 2019, nous formulions un espoir, c'est d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché européenne avant la fin de l'année 2020, avec, portée par toutes les associations européennes, une double inquiétude. La première, c'est qu'on sait que le délai moyen d'instruction de l'agence européenne est plus élevé que l'agence américaine. Et puis, dans la culture de l'agence européenne du médicament, l'EMA, on ne s'appuie que sur des études cliniques, ce qui fait, par exemple, que pour le Kalydeco, aux USA, il y a 38 mutations qui rendent accessible au traitement, alors qu'il n'y en a que 10 en Europe. Mais l'urgence était d'abord de garantir à des malades gravement atteints un accès rapide et gratuit au Trikafta. Et le laboratoire Vertex a pris une initiative internationale de rendre accessible le médicament avec un coût du médicament supporté par le laboratoire pour un nombre de patients relativement limité, les plus sévères d'entre eux. Les critères de choix
de ces patients ont été fixés par Vertex, âge, mutation et surtout sévérité de la maladie. L'instruction des dossiers se faisait à Boston, une instruction centralisée. Et il y a eu un afflux de demandes en se souvenant que seuls les USA étaient en capacité de commercialiser le médicament. En France, on a appelé cet accès compassionnel ATU, autorisation temporaire d'utilisation, ATU nominative, en passant d'abord par l'Agence française du médicament, l'ANSM, puis un transfert à Vertex. Les débuts ont été un peu compliqués et vaincre la mucoviscidose a pu intervenir au bon moment, je pense. D'abord, en permettant au laboratoire d'accéder aux données de notre registre national afin de modéliser le nombre de patients éligibles au traitement. Ça a été très important pour Vertex et ça a été un gain de temps de ne pas avoir à passer par les CRCM, mais d'avoir l'accès centralisé grâce au registre associatif. En janvier, très vite, nous avons eu des retours patients et des retours de médecins de CRCM se plaignant de délais de réponse beaucoup trop longs. Et il y a eu donc, à la fin du mois de janvier, une réunion entre l'association et le laboratoire, un petit peu tendue, je dois dire. Les diplomates auraient dit une mise au point franche et cordiale. Nous n'avons pas eu à regretter cette mise au point parce qu'on a vu se fluidifier assez rapidement l'accès compassionnel. Et depuis le mois de janvier, nous avons des réunions informelles régulières avec Vertex, avec une importante clause de confidentialité, bien sûr, pour un suivi global des ATU nominatives, évidemment pas un suivi individuel, un suivi global à la fois des dossiers acceptés et à la fois des refus. On peut dire aujourd'hui qu'il y a peu de refus, de moins en moins même, et l'accès aux médicaments est tout à fait fluide. Mais évidemment, l'objectif principal restait l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché rapide, avant la fin de l'année, souvenons-nous. Et donc les associations européennes se sont mobilisées pour interpeller l'agence européenne et CF Europe a joué son rôle de fédération en relayant par écrit à 2 reprises les attentes des associations de patients. D'ailleurs, Vaincre la mucoviscidose, pour ne pas dire Paola, a participé à la rédaction de ces courriers, demandant donc à la fois une instruction accélérée et d'accepter des mutations par classe et non pas par liste fermée, donc accepter des données portant non pas seulement sur la clinique, mais sur des lignées cellulaires. Nous avons également pris l'initiative de rencontrer le directeur d'Eurordis. Ça s'est fait au mois de mai. Eurordis, c'est une alliance européenne non gouvernementale des associations de patients atteints de maladies rares. Et Yann Lecam a joué un rôle tout à fait précieux en nous guidant. Yann Lecam, qui dirige Eurordis, a été administrateur de l'association Vaincre la mucoviscidose il y a un certain nombre d'années. Autrement dit, il est personnellement, dans sa famille, touché par la maladie et il était très motivé pour son soutien. Si vous me permettez cette formulation un peu provocante, nous avons eu une alliée de circonstances inattendues, c'est la pandémie de Covid-19 proprement dite, et le risque encouru par les patients. Pourquoi ? Les recommandations américaines et les recommandations européennes se sont rejointes. Keep CF patients out of the hospital. Évitons aux patients d'aborder les hôpitaux par la concentration virale qu'il y avait en pleine situation pandémique. Et ces recommandations, elles se déclinaient par 5 points précis. Développer la télémédecine autant que possible, renforcer l'observance du traitement de fond, traiter précocement les exacerbations pour éviter les hospitalisations et communiquer avec les patients par d'autres moyens que la consultation. Et surtout,
le point 1 de ces recommandations, qui ont été adoptées par l'ensemble des centres spécialisés européens et nord-américains, c'était de débuter les modulateurs CFTR dès que possible, puisqu'on sait qu'ils réduisent les exacerbations pulmonaires et les hospitalisations. Et c'est donc ce dernier point qui a été déterminant. Et la mobilisation de CF Europe au cours d'une période à risque particulier pour les patients a payé, on le sait. On espérait l'AMM pour la fin de l'année et elle a été octroyée par la Commission européenne le 21 août. Ne perdons pas de vue cependant l'essentiel. Si les associations ont joué leur rôle de pression, c'est avant tout la solidité du dossier qui a convaincu les experts de l'agence européenne par les résultats cliniques et, comme nous l'a dit tout à l'heure Paola, par un profil de tolérance rendant tout à fait acceptable une autorisation de mise sur le marché accélérée. Cependant, cette AMM est plus restrictive que l'américaine parce qu'il reste encore un petit nombre de patients, ceux qui portent des mutations dites résiduelles associées à la mutation F508. Pour l'instant, ils sont exclus, mais on devrait obtenir assez vite une extension de l'AMM conforme aux critères d'indication européens au cours de l'année 2021. Excellente nouvelle, aussi importante que la procédure accélérée de l'AMM, c'est le fait que nous n'ayons pas été contraints par une liste fermée de mutations, mais par un caractère générique de toutes les mutations minimales retenues. Autrement dit, l'agence européenne s'est calée sur l'agence américaine en acceptant que toutes les données ne soient pas seulement cliniques, mais pour des mutations rares, qu'elles aient fait l'objet d'études in vitro. Et puis, nous allons soutenir et suivre avec attention le calendrier des extensions d'AMM aux mutations résiduelles et puis aux tranches d'âge de plus en plus jeunes, 6-11 ans, 2-5 ans. On a vu que maintenant, on peut accéder à des modulateurs dès l'âge de 4 à 6 mois. Le concept, bien sûr, c'est de se dire que plus tôt les patients ont accès à leur traitement, plus longs, plus spectaculaires seront les résultats à long terme, mais on n'en a pas la preuve. Alors, cette AMM européenne a déclenché un calendrier de commercialisation différent selon les pays d'Europe en fonction de leur propre réglementation. Dès à présent, les patients en Allemagne, et j'allais dire au Royaume-Uni, mais je vais nuancer, ont accès au Kaftrio. Alors, le Royaume-Uni, pas tout à fait. C'est Angleterre, Pays de Galles et Écosse. Pourquoi? Parce que si l'Ulster avait, l'Irlande du Nord avait accès au Kaftrio et pas la République d'Irlande, en pleine négociation du Brexit, vous imaginez le désordre. Deux autres pays vont avoir un accès assez rapide, différé parce qu'il y aura un délai correspondant à l'instruction HAS en France, c'est le Danemark et la République d'Irlande. Donc évidemment, l'Ulster rentrera dans la ronde. Et puis, pour tous les autres pays, donc la très grande majorité des pays européens, il y a des prix à négocier, dont la France, bien entendu. Donc, il reste pour la France deux étapes clés que nous a parfaitement résumées Paola, l'HAS et le CEPS. L'HAS, ça a débuté tôt, grâce au statut de médicament innovant, et ça va aller assez vite. Et je pense que la contribution de vaincre la mucoviscidose va être un élément déterminant. Le retour des patients en matière tout particulièrement de qualité de vie, va être un élément d'accélération pour obtenir une amélioration de service médical rendu de très bon niveau. On l'a compris, c'est avec le CEPS qu'on rentre dans le dur. Le CEPS, c'est l'instance qui définit le prix des médicaments en France, et on va passer d'une instruction publique à une négociation secrète, négociation à laquelle, bien sûr, les seules parties prenantes sont le laboratoire et les autorités de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEPS? Le CEPS réunit des représentants de la Direction générale de la santé, de la sécurité sociale, de l'assurance maladie et de la DGCCRF.
Nous avons pris une initiative audacieuse et nous avons été reçus en demandant, en mars 2020, c'était juste avant le confinement, avec Thierry et Paola, d'être auditionnés en séance plénière, en annonçant qu'il y aurait 2 dossiers sensibles à traiter au cours de l'année 2020, les dossiers de fixation du prix du Simkevi et du CAF Trio. Et la tonalité, elle était simple, c'était plus jamais ça, en faisant référence au dossier Orcambi. Souvenons-nous que la négociation pour Orcambi a été débloquée par la pression exercée par Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal en juillet 2019, en menaçant le ministère de la Santé et le laboratoire de rendre public le fait que 750 enfants étaient privés de traitement depuis plus d'1 an du fait de cette négociation bloquée. Autre initiative, nous avons eu une réunion commune avec AFM Téléthon, avec la présidente Laurence Thienot-Herman. C'était il y a 4 jours. À l'évidence, nous avons une convergence d'intérêts pour l'accès aux médicaments innovants, onéreux ou très onéreux. Eux aussi sont confrontés au même sujet, mais eux pour la thérapie génique. Donc il y a des actions communes à mener peut-être. La réflexion ne fait que débuter. Et puis, nous allons demander un rendez-vous au nouveau président du CEPS qui a été nommé au mois de juillet dernier, c'est Philippe Bouilloux, à la fois pour le dossier Simkevi et pour le dossier CAF Trio. Tout à l'heure, Paola l'a dit, donc je passe rapidement. Nous avons en tête de défendre le maintien de l'accès compassionnel au CAF Trio, et l'Agence française du médicament nous a invités le 8 septembre, nous y avons associé Pierre Le Marchal, pour recueillir nos attentes, nos besoins à ce titre, et donc a été officialisé le fait que serait poursuivi à titre dérogatoire, selon les mêmes modalités et les mêmes critères d'attribution, l'accès à la trithérapie pour les patients en situation de grande sévérité. Voilà, donc je vais terminer sur cette diapositive en disant qu'il nous faut dès à présent travailler un plaidoyer au cas où les négociations traîneraient en longueur, en réaffirmant notre totale indépendance face au laboratoire Vertex et au pouvoir public, et en se fixant un objectif d'obtenir la commercialisation du CAF Trio en France avant la fin de l'année 2021, autrement dit, faire mieux que ce qui avait été fait, encore mieux que ce qui avait été obtenu avec CAF Trio. J'allais dire merci pour votre attention, mais je m'adresse à une salle un peu vide. J'espère que j'ai respecté mon temps, Étienne.